Très bien. Eh bien, donc, comme vous avez pu le constater, donc, ces conférences débats sont des conférences pluridisciplinaires, en tout cas pour les sciences de la santé. Et nous allons poursuivre donc cette deuxième partie. Et l'université a invité deux conférenciers. À ma gauche, Madame professeur Hind Nafé, donc qui est médecin psychiatre, qui travaille au service des urgences psychiatriques à l'hôpital Razi de Salé, donc relevant du CHU Ibn Sina, et qui est enseignante à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. À ma droite, donc j'ai la faculté de médecine dentaire, donc représentée par le professeur Ben Tahar Oussama, donc qui est médecin dentiste donc au centre de consultation et de traitement dentaire de la faculté de médecine dentaire relevant du CHU Ibn Sina de Rabat et qui est enseignant en médecine dentaire. Eh bien, comme tout le monde le sait, la survenue de la pandémie Covid-19 a changé un certain nombre d'habitudes. Parmi ces habitudes, la majorité des citoyens sont actuellement confinés chez eux pour des raisons évidemment d'ordre épidémiologique. Cela évidemment va avoir un impact. L'impact est psychosocial du confinement et l'importance d'avoir une cellule d'écoute pour accompagner les citoyens. Madame le professeur Nafi est là avec nous donc pour pouvoir donc nous éclaircir sur cette dualité Covid-19, confinement, étape du confinement et cellule d'écoute. À vous la parole, professeur Hind Nafir. Merci pour votre aimable invitation, M. Doyen. Alors, en effet, le Maroc, comme d'autres pays, passe par une pandémie qui est celle du Covid-19 ou du coronavirus. Et dans le cadre de mesures préventives et collectives prises par notre pays, le Maroc a adopté la politique du confinement dans un souci de distanciation sociale. Alors, pour limiter aussi la propagation de l'infection du Covid-19, les citoyens se sont vus obligés de respecter ce confinement. Cependant, ce confinement, il a des répercussions sur plusieurs facettes. Et il pourrait avoir aussi des répercussions, un impact psychologique. Alors, cet impact-là, il va dépendre de deux types de facteurs. Des facteurs qui sont inhérents à la personne elle-même, c'est-à-dire la personne, si elle est isolée, confinée, loin de ses proches, comme c'est le cas des personnes qui sont restées bloquées au niveau d'autres pays, qui n'ont pas pu rejoindre les leurs à cause de la fermeture des frontières, ou des personnes qui travaillent loin de chez eux, des personnes qui sont affectées loin de chez eux et qui n'ont pas pu rejoindre leur domicile. Aussi, ça va dépendre des personnes qui présentent des comorbidités organiques ou psychiatriques. Donc, les personnes, par exemple, qui sont déjà suivies pour des troubles psychiques ou psychiatriques seront beaucoup plus vulnérables que le reste de la population générale. Les personnes qui sont dans des situations financières précaires auront aussi du mal à vivre cette période de confinement. Et donc, ce sont des facteurs à prendre en considération concernant la personne. Par rapport aux facteurs qui concernent plutôt le confinement, c'est les conditions du confinement en général qui regroupent le logement. Vous entendez bien qu'une personne qui vit avec deux autres personnes dans un grand habitat, ce n'est pas comme la personne qui vit, il y a une nombreuse famille de 4-6 personnes et qui vit dans un petit espace confiné, serré et dont le budget vraiment ne permettra que de subvenir partiellement ou pas du tout aux besoins de la famille au quotidien. Alors, à l'annonce du confinement, les personnes n'étaient pas du tout préparées. Il faut savoir que le confinement n'est pas toujours sanitaire. Il y a aussi un autre type de confinement, comme le confinement professionnel. Il y a des gens qui sont obligés de travailler dans un mode de confinement professionnel, par exemple les astronautes, par exemple les marins qui partent dans les missions
de 6 mois en Antarctique, en haute mer, des missions hauturières. Mais ces personnes-là, contrairement au confinement sanitaire, ils bénéficient d'une préparation. Ils sont sélectionnés à partir de tests et d'épreuves qui répondent à des critères rigoureux. Et ils sont aussi préparés par des épreuves qui leur permettent de survivre dans des conditions hostiles, dans des conditions de vie difficiles. En plus de ça, ils se portent volontaires. Par exemple, les astronautes, ils se portent volontaires à partir de militaires pilotes. Par rapport au confinement sanitaire, les personnes ne sont pas du tout préparées. Ils sont pris au dépourvu. Il y a le facteur surprise qui aggrave le choc, entre guillemets, et ça stresse la personne. Elle stresse par rapport à comment je vais vivre ça, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va se passer. Elle n'a aucune visibilité à court, à moyen et à long terme. Donc, quand la personne n'a pas de visibilité, elle est déstabilisée sur le plan psychique. Elle est paniquée, elle est confuse, elle est angoissée, avec des manifestations aussi bien physiques que psychiques. Bref, son cerveau est vraiment un siège de tourbillon de sentiments et d'émotions et de cognitions qui laisse la personne perplexe face à cette situation. Alors là, vient instinctivement une réaction, comme celle à laquelle on a assisté, c'est la dévalisation de supermarchés, de magasins à la recherche de provisions, notamment d'alimentation, de nourriture, de tout ce qu'ils peuvent avoir, dont ils peuvent avoir besoin lors du confinement. Et cette bousculade a créé vraiment un grand tumulte, une grande panique au sein de la population. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est une réaction qui est instinctive, instinctuelle, à la recherche d'assurer les besoins minimums vitaux, les besoins primaires de base pour pouvoir survivre. On ne peut pas survivre sans être nourri. Et c'est tout à fait légitime, mais sans vraiment dramatisation. Alors les personnes, après quelques jours, se sont aperçues que les magasins ne vont pas fermer, que la vaccination continue à se faire dans le centre de santé, que les hôpitaux n'ont pas fermé, que pas mal d'autres métiers, d'autres professions continuent à leur rythme de vie habituel professionnel, aussi bien au niveau du travail, au niveau du lieu de travail, que par télétravail pour les personnes qui peuvent le faire à partir de leur domicile. Et donc, ces personnes-là se sont vues apaisées, soulagées et ont pu quand même cohabiter avec ce confinement et le tolérer mieux. Et ainsi, ils se sont empêchés d'installer un nouveau rituel, de nouvelles habitudes pour mener à bien ce confinement et pour le vivre dans les meilleures conditions possibles. Très bien, Madame Nafia. Je pense qu'il était important un petit peu de prendre connaissance un petit peu de cette évolution des choses et donc on a bien compris, le citoyen aussi a compris que le confinement c'est pas quelque chose de nouveau. Il est imposé pour des raisons sanitaires, mais il faudrait s'en habituer. Alors peut-être aujourd'hui, parmi les conséquences de ce confinement, le besoin actuellement devient de plus important et on le voit à travers plusieurs instances au niveau de notre pays, c'est d'avoir une cellule d'écoute qui puisse un petit peu accompagner les personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre expérience à ce niveau-là? Oui, en effet, Monsieur le doyen, le centre hospitalier universitaire Ibn Sina a créé une cellule d'écoute composée de personnels compétents en la matière. Alors, ce sont des professionnels de santé, alors des psychiatres, des psychologues qui sont à l'écoute de la population et du personnel soignant. Le centre de cette cellule d'écoute se trouve à l'hôpital psychiatrique universitaire Al-Razi de Salé. Et il y a eu aussi des numéros téléphoniques, des lignes téléphoniques que le CNOM, le Conseil national de l'ordre des médecins, a mis à disposition pour pouvoir assurer les activités de la cellule d'écoute. Alors, parmi les activités de la cellule d'écoute, d'abord il faut, comme son nom l'indique, écouter les plaintes et les questionnements, les demandes du citoyen et y répondre. Assurer la téléconsultation pour les personnes qui n'ont pas du tout de troubles psychiatriques ou psychiques et aussi pour les personnes qui sont suivies, qui se sont retrouvées avec des ordonnances, par exemple, expirées à cause de la rupture de traitement ou des personnes
qui voient leur état s'aggraver à cause de la difficulté d'adaptation avec ce nouveau mode de vie. Et donc, ce sont des personnes vulnérables auxquelles la cellule d'écoute est faite et prête conseil, orientation et prête main forte à ce type de personnes. Aussi, la cellule d'écoute, elle a la capacité d'apporter un soutien moral au personnel soignant. Le personnel qui est au contact avec les patients tous les jours, notamment ceux qui travaillent dans des centres hospitaliers qui accueillent les patients suspects Covid ou Covid positifs. Et donc, ça leur permet de les soutenir, de les accompagner et de les motiver davantage, de renforcer leur estime de soi et leur motivation afin qu'ils restent toujours dans une condition de santé mentale qui leur permettra de combattre ou de prévenir l'épuisement professionnel vu la charge de travail à laquelle ils sont soumis. Parmi les points, professeur Hind, qui sont actuellement posés, sont ceux liés au soutien et à la place du soutien psychologique par rapport d'une part au personnel soignant, qui, comme vous le saviez, il est en première ligne, et par rapport aussi des patients donc déclarés guéris du Covid. Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique particulier? Ça se passe comment dans votre expérience? Comment ça se passe? Tout à fait, tout à fait. Alors, le personnel soignant, comme vous venez de dire, c'est soldats de premier front. Ce sont les personnes qui sont beaucoup plus exposées que le reste de la population au risque de contamination. Et donc, ce sont des personnes qui vivent vraiment dans des conditions, je dirais, difficiles, voire vraiment qui nécessitent un long traitement et une longue haleine pour pouvoir assurer. Alors, c'est par rapport à deux types de choses. D'abord, le personnel soignant, quand il prend en charge un patient, il émet du cœur. C'est-à-dire qu'il fait l'impossible pour sauver cette personne-là et pour lui épargner un sort tragique. Or, quand il perd cette personne pour une raison ou une autre, il se sent découragé, il perd espoir, il se sent coupable, et d'autant plus que le personnel soignant est toujours stigmatisé. Si la personne guérit, c'est le personnel soignant, mais si la personne périt, c'est le personnel soignant aussi. Autre chose, c'est que le personnel soignant est obligé de rester confiné, mis en quarantaine, loin de sa famille. Et donc, il y a aussi le souci familial qui se superpose au risque professionnel. Et donc, se surajoute un facteur de stress supplémentaire, un facteur qui rend le personnel angoissé, triste, avec des ruminations anxieuses, avec des anticipations anxieuses. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver en mon absence, surtout si c'est la personne qui prend en charge la famille. Mes enfants sont loin de moi. Comment pourrais-je subvenir à leurs besoins? Comment est-ce qu'ils suivent leurs études loin sans que je les supervise? Est-ce qu'il me manque de rien? Il me manque et tout ça. Par rapport aux patients Covid guéris, ils pourraient garder des traces psychiques par rapport à ce qu'ils ont vécu lors de l'hospitalisation ou lors de leur infection en général. Surtout les patients qui ont eu un passage obligatoire par le service de réanimation. Et donc, c'est comme on les appelle communément, des revenants de l'au-delà. Ce sont des personnes qui ont vu la mort de leurs propres yeux et qui sont ressuscitées. C'est des personnes qui étaient à un certain moment dépendants d'appareils respiratoires et qui ne pouvaient pas respirer l'air ambiant de leur plein poumon. C'est des personnes qui ont vraiment touché le fond et qui se sont dit c'est bon, la dernière chose qui me reste à faire, c'est écrire mon testament, quoi. C'est vraiment une personne qui est allée au bout du gouffre. Et donc, ces personnes-là, quand on les récupère dans un état de tristesse, de dépression, d'anxiété et surtout d'état de stress post-traumatique. Parce que cette expérience-là, c'est pas une chose facile. Et c'est une expérience qui est vraiment marquée par des empreintes de traumatisme psychique. Pour ces personnes-là, il y a une thérapie particulièrement intéressante qui est indiquée en première intention dans la prise en charge des traumatismes psychiques et des psychotraumas en général.
c'est la thérapie EMDR. C'est Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Alors, c'est une thérapie qui est basée sur la stimulation bilatérale alternée et qui permet de corriger les souvenirs dans une mémoire dysfonctionnellement stockée. C'est-à-dire qu'un souvenir, il est stocké dans une mémoire qu'on peut comparer à des fils enchevêtrés, à une boule de fil mal nouée, et que grâce à la thérapie EMDR, on arrive quand même à dénouer ces fils-là et restaurer les mémoires et les souvenirs là où ils doivent être et les classer de façon vraiment ordonnée afin que le travail du cerveau s'achève par la suite par la classification et le stockage. D'autant plus que par cette thérapie-là, on permet aussi aux personnes de se déconnecter de leurs émotions par rapport au traumatisme vécu. Donc, quand ils veulent raconter leur expérience, il n'y a pas les larmes qui surgissent, il n'y a pas l'angoisse qui reprend, il n'y a pas les crises et les attaques de panique, mais plutôt ils gardent leur sérénité tout en se souvenant pleinement de ce souvenir-là, mais sans pour autant vivre cette angoisse et ce vécu psychotraumatique. Je crois d'ailleurs que vous avez créé une association dans ce sens. Tout à fait. Vous pouvez nous en parler rapidement? D'accord. Alors, cette association a été créée par notre président et fondateur, professeur Abdelrazak Ouanas, que je salue. Et donc, elle a été créée en 2015. Par ailleurs, monsieur le doyen, on organise, comme vous savez, chaque année, le congrès international annuel de l'association marocaine EMDR Maroc, qui a eu lieu les deux dernières fois, alors en 2018, en 2019 à Marrakech. En 2020, c'était prévu en mars, mais on a dû reporter vu les circonstances actuelles de pandémie. Et ce sont des congrès internationaux qui traitent tous les sujets qui peuvent avoir trait au traumatisme, au psychotraumatisme, de la clinique à la prévention, à la prise en charge. Merci beaucoup, Hind. Je vois que la charge de travail augmente. Le nombre d'enseignants et de médecins n'est pas très nombreux, mais bon, je pense la charge gestationnelle aussi est importante à gérer. Et je remercie tout le corps soignant, le corps enseignant et tous les médecins praticiens qui sont engagés pour cette cellule d'écoute qui joue un rôle très important dans le maintien de l'équilibre aussi bien physique que mental de nos citoyens. En un petit mot de conclusion, pouvez-vous nous dire un petit peu, je sais que le travail est grand, sur un ou deux messages concernant le travail psychologique que font les psychiatres et les psychologues pendant cette pandémie Covid-19? Oui, alors l'activité des psychiatres, de nos autres psychiatres ou des psychologues est vraiment à son acmé à présent, à son summum. Et ça consiste déjà à suivre de près nos patients par des téléconsultations ou aussi vraiment urgence y est, qui se présentent aux urgences psychiatriques et on prodigue les soins nécessaires et les prestations nécessaires. Si les personnes peuvent, par exemple, entrer dans un circuit de prise en charge dans le cadre d'une cure de sevrage de substances psychoactives pour les personnes addictes, le confinement, c'est le moment. Il faut profiter de ce confinement, de cette période où la personne est entourée de sa famille, où la personne a tout le soutien familial nécessaire pour pouvoir se sevrer de toute substance addictive. Ou si déjà la personne est en cours de sevrage, l'aider, l'accompagner à maintenir cette abstinence. On oriente, on accompagne, on est là à l'écoute et on est là pour tout complément de prise en charge. Merci beaucoup, professeur Nafi. Probablement, on reviendra sur certains aspects qui concernent aussi bien l'addiction que dont vous venez de parler, mais aussi sur les psychotropes et les traitements donc pris par les malades pendant cette période. Et Dieu sait que parfois les interactions médicamenteuses peuvent poser problème. Et on sait très bien que les familles de médicaments que vous utilisez régulièrement en psychiatrie peuvent poser des problèmes par rapport aux interactions médicamenteuses. En tout cas, merci à votre équipe et on comprend donc le citoyen comprendra à travers ces différentes interventions que l'une des richesses de l'Université Mohammed V, c'est la pluridisciplinarité.
Vous voyez que le pôle de santé, on a parlé la dernière fois des aspects médicaux, aujourd'hui même, la psychiatrie, des aspects médicaux. On a parlé du rôle que joue le pharmacien hospitalier au niveau des différents centres hospitaliers par rapport à cette pandémie et les habitudes qui ont changé dans les prescriptions. Et nous allons continuer dans ce sens aujourd'hui pour parler d'un pôle qui là aussi à cheval entre la faculté et l'université dans le cadre du centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat, et cette fois-ci qui est la médecine dentaire. Vous savez que l'université Mohamed V, le pôle santé, c'est la médecine, la pharmacie et la médecine dentaire. Et pour cela, évidemment, avec l'apport et l'appui de Madame la doyenne de la faculté de médecine dentaire, nous avons donc invité notre collègue et ami, le professeur Oussama Ben Tahar, qui, dans un premier temps, va nous parler du Covid-19 et de la pratique de la médecine dentaire. On en parle un peu partout. Le conseil de l'ordre des médecins dentistes en parle, les enseignants de la médecine dentaire en parlent, mais aussi nos étudiants qui aujourd'hui ne font pas leur stage en médecine dentaire, reçoivent les cours en distanciel, et peut-être c'est l'un des premiers points sur lequel va axer son intervention le professeur Tahar, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Professeur Tahar. Merci, monsieur le doyen. Je tiens à féliciter l'Université Mohamed V pour cette initiative. Alors, avant d'aborder notre sujet qui concerne la pratique de la médecine dentaire, je tiens tout d'abord à faire un petit rappel de ce nouveau coronavirus. Alors, le 31 décembre 2019, l'Organisation mondiale de la santé a été informée par les autorités chinoises d'un nouveau épisode de cas de pneumonie dans la ville de Wuhan. Et le 9 janvier 2020, un nouveau virus émergent a été identifié par l'OMS comme étant responsable de ces cas groupés. Donc, il s'agit d'un coronavirus dénommé par l'OMS SARS-CoV-2 le 11 février 2020, et le 12 mars 2020, l'OMS a déclaré officiellement le statut de pandémie concernant le coronavirus SARS-CoV-2. Alors, comme vous le savez, le virus de ce nouveau coronavirus il se transmet soit directement par la projection des gouttelettes contaminées, lors soit d'une toux ou bien un éternuement, ou bien indirectement par le contact des surfaces. Le contact des surfaces par les mains, et ensuite donc vers les muqueuses au niveau nasal, au niveau buccal. Donc, en plus de ces moyens de contamination, donc on a déjà entendu parler d'une possible contamination par voie oculaire également. Donc, quand on va parler des moyens de prévention, donc nos moyens de prévention, ils vont être axés sur d'abord tout ce qui est gouttelettes, d'où l'intérêt de la mise en place des bavettes qui vont protéger les autres des patients contaminés, et puis des moyens de prévention par rapport au contact. Et on insiste beaucoup sur le lavage des mains en utilisant de l'eau et du savon. Donc c'est une recommandation qu'il faut prendre au sérieux. Donc qui permet vraiment la prévention de la contamination par ce SARS-CoV-2. Donc, les chirurgiens dentistes, ils sont parmi les professionnels de santé qui sont en première ligne, qui sont les plus exposés. Et rien que, si je donne un exemple, rien qu'en regardant, on a tous vu à la télé ces derniers temps, le personnel médical ou paramédical. Alors, pour faire rien que le prélèvement chez un patient suspect de ce coronavirus, donc on voit la tenue, on voit tout l'arsenal qui est mis en place, rien que pour la prise de ce prélèvement. Et donc, on imagine le risque qui est très potentiel pour le médecin dentiste qui va travailler dans cette cavité buccale, en contact avec les muqueuses, en contact avec la salive, et donc le risque il est vraiment potentiel. Donc voilà, et quand je dis les professionnels en médecine dentaire, donc je parle des médecins dentistes, je parle des assistantes, je parle des prestataires de services, donc tout le personnel qui est impliqué dans la prise en charge
des pathologies bucco-dentaires. Donc, devant cette crise, à l'échelle mondiale, des recommandations ont été élaborées. Alors, si je résume, entre autres, alors il y a plusieurs recommandations. Donc, les principales recommandations, c'est d'abord de cesser tout ce qui est activité dans les cabinets dentaires. Donc, c'est une décision qui a été prise dans la majorité des pays du monde. Et on aura peut-être l'occasion de l'expliquer par la suite. Donc, si on arrête les consultations dans les cabinets dentaires, ça ne veut pas dire qu'on va pas prendre en charge les patients qui présentent certaines pathologies, notamment les urgences. Donc, on aura l'occasion d'en parler par la suite. Donc, on a dit, on a arrêté l'activité au niveau des cabinets dentaires. Et au Maroc, par exemple, le ministère de la Santé, il a recommandé l'arrêt de l'activité, mais par contre, il a recommandé de l'affectation d'un cabinet par province pour la prise en charge des urgences par province selon un système de permanence des soins d'urgence. Autre mesure qui a été prise, donc c'est ça, ce que je viens de détailler, c'est dans le secteur libéral. Alors, quant aux hôpitaux et à l'hôpital hospitalo-universitaire, évidemment, des mesures ont été prises, notamment, donc on aura l'occasion par la suite d'en parler, notamment le triage des patients, la prise en charge des urgences. Et il faut dire que au centre, par exemple, au centre de consultation et de traitement dentaire de Rabat, les consultants, les patients, sont soit des patients qui sont spontanés, qui viennent pour la première fois pour une consultation, ou bien il y a aussi une grande part des patients qui viennent et qui sont envoyés par les confrères du secteur libéral. Au Maroc, on est au stade 2 de l'épidémie. Ça veut dire que le virus circule sur l'ensemble du territoire et nous, en tant que professionnels de la santé, en tant que médecins dentistes, on va considérer chaque patient comme étant un patient qui est potentiellement porteur de ce Covid-19. Et que les patients qui présentent des symptômes, en plus, soit la toux, soit la fièvre, ce sont des patients qui sont pour nous des patients qui sont malades, jusqu'à la preuve du contraire. J'aimerais aussi mettre le point sur les objectifs. Donc, pourquoi on a pris ces mesures dans la pratique de la médecine dentaire? Donc, le but, c'est d'abord de préserver la santé des citoyens. Donc, si on arrête nos activités et on se concentre que sur les urgences, le but étant d'endiguer la propagation de cette pandémie. Donc, le deuxième point, c'est la préservation de la santé de tous les personnels, donc, y compris médecins dentistes, réceptionnistes, assistantes, prestataires de services. Et on ne veut pas que le praticien devienne un foyer de contagion, parce qu'un praticien qui est contaminé, il risque de contaminer les autres patients, c'est ce qu'on appelle la contamination croisée, comme il risque aussi de transmettre la maladie vers les proches et la famille. Autre objectif de ces mesures prises, c'est de limiter la diffusion massive du virus et éviter la saturation des hôpitaux. Et l'objectif aussi, c'est de réguler la prise en charge des patients et donc de faire la part des choses entre ce qui est urgence et ce qui est une consultation banale qu'on pourra assurer. Donc, dont la prise en charge peut être assurée par une simple téléconsultation. J'aimerais aussi revenir sur les problématiques en médecine dentaire. Quelles sont les problématiques? Alors, la première problématique, c'est que la majorité de nos équipements, de notre matériel, c'est un matériel rotatif. Et c'est des ultrasons. Et que ce soit le rotatif ou les ultrasons, ce sont des équipements qui vont aérosoliser, qui vont transmettre les gouttelettes de salive, de sang, des sécrétions buccales vers l'environnement de travail. Donc ça, c'est un danger. Et le deuxième problème, c'est les gestes des soins
dentaires, même les gestes des soins d'urgence, là aussi, le danger, il est présent. C'est des soins qui sont aérosolisants, donc qui entraînent des gouttelettes dans l'espace de travail. Autre problématique par rapport à notre profession, c'est la proximité. Donc, quand on travaille, on est tout proche de la cavité buccale. Donc, c'est quelque chose qui est imposé par la nature de ce travail. Du coup, donc, on a un risque potentiel de l'exposition aux aérosols, aux gouttelettes et aux postillons. Voilà, donc on aura par la suite peut-être l'occasion de revenir sur les moyens de protection. Probablement, merci beaucoup, professeur Ben Tahar. Probablement le temps presse. Peut-être on va y revenir dans une autre émission, mais je ne voudrais pas qu'on termine cette émission sur le plan Covid et médecine dentaire. On voudrait profiter de votre présence, professeur Ben Tahar, pour que vous lanciez un message aux citoyens concernant, de façon assez simple, les urgences que vous pouvez recevoir au niveau du centre de consultation et traitement dentaire du CHU Ibn Sina de Rabat. Alors, c'est une question qui est très pertinente. Alors, je tiens à souligner tout d'abord que pour les patients, alors la première mesure à prendre, donc quand on a un problème au niveau de la cavité buccale, la première mesure à prendre, c'est de contacter le médecin traitant, donc que ce soit le secteur libéral ou bien à l'hôpital. Et c'est le médecin, le chirurgien dentiste qui va assurer la consultation par téléphone et il va faire la part des choses. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une urgence ou pas? Et c'est à lui, par la suite, d'orienter le patient. Bien évidemment, pour les patients, tout est urgence. Donc, à chaque fois qu'on a mal ou bien on a un enflement, donc pour le patient, il s'agit d'une urgence. Non, c'est pas le cas. Il y a des douleurs qu'on peut gérer, par exemple, par des antalgiques. Il y a des enflements qu'on peut gérer par des antibiotiques, des anti-inflammatoires. D'où l'intérêt d'insister sur la téléconsultation. Et les seules urgences qu'on pourra vraiment prendre en charge, ce sont les urgences qui sont en rapport avec des douleurs sévères, des hémorragies aussi. Les hémorragies sévères constituent aussi une urgence, donc il faut prendre en charge. Il y a également les traumatismes de la sphère orofaciale et il y a les infections. Donc ce sont les quatre catégories d'urgence qu'on pourra prendre en cette période de pandémie. Très bien, professeur Moutaher. Donc, si je comprends bien, c'est à travers la consultation que le médecin dentiste donc va évaluer l'urgence et éventuellement répondre positivement ou prescrire en distanciel un traitement. Eh bien, chers téléspectateurs, chers étudiants, nous venons donc de finir cette deuxième partie. Donc, il y a eu trait au confinement et ses étapes et surtout à la cellule d'écoute, dont je remercie le professeur Nafer, et surtout à l'une des grandes problématiques posées par les soins en médecine, notamment en médecine dentaire, pour laquelle le professeur Tahar nous a vivement éclairé. Et merci encore à tous les participants. J'espère que l'université et nos facultés des sciences de la santé auront l'occasion de revenir sur d'autres aspects liés au Covid-19. Bon Ramadan à tous et à très bientôt.